astéroïde, poursuivant seul sa course en espace. Mais scientifiquement, l'homme est-il une espèce déjà menacée? Saura-t-il échapper, par son intelligence et ses réalisations, à l'irréductible loi de la nature selon laquelle il n'y a pas d'espèce éternelle? Je vais présenter brièvement les participants et puis ensuite, après une brève entrée en matière, leur passer essentiellement la parole. Alors, à ma droite immédiatement, pardon, à ma gauche, et à votre gauche aussi. Nous avons Patrick Michel, astrophysicien né à Saint-Tropez, directeur de recherche au CNRS, où il est responsable de l'équipe TOP, théorie et observation en planétologie, du laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il est spécialiste des petits corps du système solaire et du processus de collision. Ses simulations numériques de collision entre astéroïdes furent les premières à reproduire avec succès les familles d'astéroïdes observées dans la ceinture entre Mars et Jupiter, chacune issue d'un corps détruit par la collision. Il est l'auteur de plus de 70 publications dans des journaux internationaux à la comité de lecture, d'une quarantaine de conférences invitées dans des congrès internationaux, et ses résultats ont fait la couverture de Nature et Science. Il co-dirige l'équipe scientifique de la mission spatiale Marco Polo R, de retour d'échantillons d'un astéroïde primitif, en cours d'étude à l'Agence spatiale européenne. Il est aussi membre des équipes scientifiques des missions Osiris-Rex de la NASA et Hayabusa 2 de l'Agence spatiale japonaise, dont les lancements sont prévus en 2016 et 2014 pour apporter des échantillons d'astéroïdes géocroiseurs. Il participe aussi à plusieurs projets de déflexion d'astéroïdes et est responsable du groupe de travail chargé des simulations numériques de déviation d'astéroïdes par impact dans le consortium européen NEOSHIELD, financé par la Commission européenne. Il ne craint pas la vulgarisation, ayant écrit sur ses travaux aussi bien dans la recherche que dans Ciel et Espace. L'astéroïde 7561 porte son nom en reconnaissance de ses travaux sur la dynamique des astéroïdes qui croisent la trajectoire de la Terre. Nous avons donc affaire à un corps céleste et pas seulement une présence humaine. Au centre de cet aréopage, nous avons Denis Bajrami. Né aux portes de Paris en 1970, il dessine déjà de petits albums de BD à 8 ans. Après la fac de sciences, il étudie aux Beaux-Arts puis aux Arts Déco de Paris. Parallèlement, il est très actif dans divers fanzines BD. En 1996, il publie chez Delcourt son premier album, Cryozone, sur un scénario de Kaito. En 1998, les éditions Soleil lui permettent de devenir auteur complet avec Universal War I. Traduit aux USA chez Marvel, devenu une référence dans le domaine de la science-fiction, il fonde avec sa compagne, la scénariste Valérie Mangin, les éditions Cadran. Ils réalisent ensemble 2 étonnants albums concept, 3 Christ et puis Abîme. En parallèle, Denis colle un jeu vidéo, Urban Terror. Après Paris, Angoulême et Bruxelles, il vit maintenant à Bayeux en Normandie, où il travaille sur une adaptation d'Universal War I au cinéma et sur Universal War II, la suite tant attendue chez Casterman. Dans Universal War, il décrit la destruction de la Terre, coupée en deux par une arme à base de wormhole, trou de verre, dans le cadre d'un conflit entre entreprises coloniales dans le système solaire et les restes de la puissance publique sur Terre. Enfin, à l'autre bout, nous avons Peter Watts, auteur de plusieurs romans, d'un jeu vidéo, de nombreuses nouvelles et d'une rubrique mensuelle dans un magazine polonais de science-fiction. C'est un ancien biologiste marin qui vit maintenant à Toronto. Ses œuvres ont été traduites en 18 langues et il a reçu des prix et nominations dans 7 de ces langues. Vision aveugle, livre que vous pouvez acheter à la librairie. Son dernier roman paru au Fleuve Noir en 2009 a notamment reçu le prix du meilleur roman traduit en Espagne, celui du meilleur roman étranger en Russie, ainsi que des prix Sphinx et Nas en Pologne. Il a aussi remporté le prix Jacques Chambon, Grand Prix d'Imaginaire 2010, pour la meilleure traduction par Gilles Boulet. Cependant, malgré de nombreuses nominations, le roman n'a pas remporté de prix dans sa langue d'origine. D'après l'auteur, cela pourrait suggérer qu'il doit beaucoup à ses traducteurs et il se propose de chercher un moyen de retraduire Vision aveugle en anglais. Son prochain roman, Ecopraxia, sera publié en 2014. Précédemment, il a fait paraître en France Starfish, Fleuve Noir 2010, Rifter, Fleuve Noir 2011 et Behemoth, Fleuve Noir 2012. Il se délecte des scénarios apocalyptiques et, pour citer le critique ontarien James Nichol, quand ma volonté de vivre vacille, ma volonté de vivre prend trop de place, je n'ai qu'à lire Peter Watts.
En guise d'entrée en matière, aussi rapide que je peux le faire, je rappellerai que la durée de vie moyenne des espèces vivantes est parfois donnée comme étant de 10 millions d'années. Donc selon, quand on regarde les fossiles, quand on regarde l'apparition d'une nouvelle espèce et la disparition, on trouve à peu près une durée de 10 millions d'années. Pour les mammifères, c'est plus court, 1 million d'années. Si on considère l'espèce humaine, vieille de 200 000 ans environ, et dont nous connaissons à peine peut-être, ou très approximativement, le dernier quart de cette histoire. J'ai amusé à la résumer rapidement pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Cela ne donnerait que peut-être 800 000 années encore à vivre à l'espèce humaine. Je noterai aussi que certains biologistes considèrent que l'humanité est devenue une nouvelle force biologique, si ce n'est qu'au sens littéral du terme, dans la mesure où un géomorphologue de l'Université de Maine estimait que chaque année, les êtres humains déplacent de plus grandes masses de composants de la croûte terrestre que tout autre facteur. 40 gigatonnes. Il faut penser à toutes les constructions de routes, les excavations de mines, les maisons dont on creuse les fondations, et ainsi de suite. 40 gigatonnes de roches, de terre, de sable qui sont déplacées par l'humanité, comparativement à 38 gigatonnes de poussière accumulée d'origine extraterrestre, 37 gigatonnes de sédiments transportés par les rivières et fleuves, 13 gigatonnes, sans doute en termes nets, déplacées par la tectonique des plaques, 4 gigatonnes déplacées par les glaciers et 2 gigatonnes par les vents et l'action des vagues. En même temps, l'humanité serait la grande responsable d'une nouvelle grande extinction qui risque de caractériser cette ère géologique définie par l'influence humaine, que l'on appelle parfois l'anthropocène, de par sa pollution de tous les environnements. On peut même penser à la Lune. Une des premières choses que des hommes ont fait avant de poser le pied sur la Lune, ça a été de jeter un sac d'ordures. Et la destruction de nombreux habitats qui résulte de sa poussée démographique récente. Le XXe siècle est assez clairement illustré dans cette diapo. En raison des décalages entre la destruction passée d'habitats divers et la disparition éventuelle des espèces menacées, on a évalué que jusqu'à 30% des animaux et des plantes pourraient disparaître d'ici 100 ans. Ce qui soulève une question à laquelle on répondra peut-être. Si l'humanité provoque des extinctions, ceci augmente-t-il ou réduit-il ses chances de survie à long terme? En adoptant une perspective plus large, on peut également s'interroger sur la pérennité de l'humanité, non comme espèce animale. Jusqu'à maintenant, j'ai comparé l'humanité à des espèces animales que l'on connaît, mais comme espèce intelligente. Pour ce faire, il faut se tourner vers le paradoxe de Fermi. Celui-ci se résume en quelques mots. Dans l'état de nos connaissances sur l'univers, nous croyons savoir que les conditions qui ont présidé à l'apparition de la vie sur Terre ont dû être répétées pour des milliers de fois dans notre seule galaxie. De plus, le temps de diffusion dans la galaxie d'une espèce intelligente ou de ses productions, les ondes radio comprises, se situe entre 100 000 ans et 900 millions d'années. Or, notre galaxie a au moins 10 milliards d'années, ce qui laisse amplement le temps à l'intelligence de se propager sous plusieurs formes depuis les débuts. Or, l'intelligence extraterrestre, et même certaines personnes diraient terrestre, semble absente de notre système solaire. D'où un paradoxe et une question, où sont-ils tous? Si nous sommes seuls dans l'univers, et plus particulièrement dans ce système solaire, cela laisserait supposer que la longévité des espèces intelligentes est réduite. Alors, j'ai commencé par me tourner vers Denis et Peter pour leur poser la question, en tant qu'auteur, quelles sont quelques-unes des fins de l'humanité imaginées par la science-fiction que vous trouvez les plus plausibles, y compris dans votre propre fiction? Et je demanderai ensuite aux scientifiques, après, quelles sont, selon lui, les menaces les plus réelles ou la plus réelle? Denis, Peter? This work? Yeah. I would say probably in terms of the most plausible extinction scenario, it's going to have to involve something that replicates. We're going to be talking something, either a gray goose scenario, some kind of a nanoplague, or probably more likely just somebody manages to flip a couple of base pairs on anthrax and turn it into something that wipes everybody out. I'm a little less taken by some of the other. I've thought a fair amount over the course of my writing career on various ways the world could end. I have posited the civilization, at least, to be sort of driven into extinction
by everything from space vampires to intelligent clouds to a kind of a hydrothermal rift organism that is based on pyranosal RNA and compromises our sulfur bond. So I do everything to cover the plausibility spectrum in terms of thinking about the ways that we could check out. But speaking again as a former scientist, I would probably have to put my money on some kind of a microbial accident, where we can hardly go a week or a month these days without some new and virulent kind of plague arising just as a function of natural selection generating new resistances to old solutions, old drugs. And it's probably only a matter of time before somebody gets in there and puts smallpox on steroids or something, and that I think is going to be very, very difficult to stop. Maybe the closest science fiction analogy I could come up with would be Frank Herbert's White Plague, I think in the 70s, maybe early 80s. Over to you. Ce qui est amusant en SF, en fait, c'est qu'une des premières tentatives d'extinction de l'humanité qu'on voit dans la science-fiction, c'est la guerre des mondes, où les extraterrestres débarquent apparemment pour annihiler les humains, en tout cas leur piquer leur planète. Et en effet, c'est un virus finalement qui finit par tuer les extraterrestres eux-mêmes. Donc on rejoint ce qu'on vient de dire là, à part que c'était pas pour l'humanité ce coup-là. En SF, c'est très ambigu le rapport à la destruction des humains, parce que on peut peut-être dire pourquoi les auteurs le font. Déjà, c'est qu'en général, c'est le sentiment qu'on est menacé en tant qu'espèce qui nourrit la SF. Moi qui suis comme beaucoup d'auteurs de SF assez pessimistes, si j'ai fait une destruction de monde, c'est réellement évidemment dans l'idée d'essayer d'empêcher celle-ci d'arriver. Parce qu'il y a toujours cette envie, je pense, chez tous les auteurs de SF, de décrire une destruction de l'espèce humaine pour éviter que celle-ci arrive, en tout cas pour qu'on prenne toutes les précautions possibles pour qu'elle n'arrive pas. Donc on a vraiment ce problème-là en SF qui est vieux, aussi vieux que la SF, c'est une des grandes branches de la science-fiction. Et dans mon cas précis, moi j'ai voulu parler d'une destruction d'ordre quasiment politique, en tout cas social, qui est une de celles dont on ne parle pas tant que ça en science-fiction, alors qu'elle était là à un moment très fort dans la SF pendant la guerre froide, l'immense sentiment qu'on allait se nucléariser entre les deux côtés, dont le sommet dans la science-fiction du grand public est la scène finale du premier film de la planète des singes, où devant les restes de la statue de la liberté en morceaux, le dernier survivant quasiment des humains s'écrie « Ah, les cons, ils l'ont fait !» Voilà. On est vraiment là-dedans, dans le prototype de l'ASF que moi je pratique, où la destruction de l'humain a clairement pour but d'essayer d'empêcher cette destruction. Puisque je pense que les auteurs Pierre Boulle, quand il écrivait le roman, il ne parlait pas de guerre nucléaire, mais il était sur les mêmes sujets quand même, et dans le film particulièrement, je pense que les auteurs de ce film-là, du scénario du film, avaient vraiment envie de faire une image hyper marquante pour essayer de pousser le maximum de gens à dénoncer la croissance des armes nucléaires dans le monde. Et en l'occurrence, quelques années après, on va assister à un début de détente sur ce terrain-là. Donc il y a vraiment une fonction comme ça sociale de la SF par rapport à la destruction. Elle est d'autant plus valable quand elle concerne des sujets que nous provoquons nous-mêmes. C'est vrai qu'on y viendra, mais la destruction par un phénomène stellaire est un peu moins prévisible et un peu moins facile à empêcher. Donc souvent la SF va parler de destruction provoquée par l'homme, sur l'homme. Et moi en l'occurrence j'ai décrit un moment de conflit où les entreprises privées qui ont compris le système solaire se retrouvent en conflit avec ce qui reste de l'ONU en gros, le contrôle de la Terre et de Mars. Et tout ça pour réellement le contrôle du territoire, une bonne vieille guerre comme on a su bien les faire en Europe et qui laisse, en l'occurrence à la fin de ma bande dessinée, le système solaire en plus mauvais état que n'était Berlin à la fin de la guerre. Bonsoir, donc moi je ne vais pas vous parler de SF, quoique certains scénarios, même réalistes, inspirent parfois les films de science-fiction. Donc, alors comme on a vu André Braille qui était très positif avant nous, je vais essayer d'être positif d'abord. Si on parle de la survie de la vie, je pense que celle-là elle est quasiment garantie parce que autant on ne sait pas former la vie en laboratoire, par contre on sait la détruire, c'est encore moins simple. C'est-à-dire que la vie elle est très robuste. On a eu des extinctions d'espèces pendant
ponctuellement, il y a 200 millions d'années, il y a 65 millions d'années les dinosaures, etc. Mais à chaque fois, il reste une petite bactérie, il reste quelque chose qui va refaire redémarrer une vie. Et en général, on va au plus en plus sophistiqué, au plus en plus intelligent. Donc il est probable que même si on a un virus qui nous éradique, il y aura toujours une bactérie plus forte que lui pour résister et pour aller plus loin. Donc au niveau de la vie elle-même, je pense qu'on peut dire qu'elle n'est pas près de disparaître. En tout cas, dans l'univers. La Terre, elle est pour l'instant dominée par les hommes en tant qu'être intelligent, et eux, c'est vrai, ils ont peut-être un peu moins d'espoir en tant qu'espèce, bien qu'on va voir, ils peuvent éventuellement aller plus loin. Donc déjà, il y a une première échéance qui est sûre, celle-là, c'est dans 4,5 milliards d'années, quand le Soleil aura converti tout son hydrogène en hélium, eh bien, il va grossir avant de se rétracter et il va avaler la Terre. Donc de toute façon, dans 4,5 milliards d'années, si on n'est pas parti de la Terre, eh bien, on mourra avec une mort peut-être pas très agréable du fait de la fin de la vie du Soleil. Alors avant ça, il y a d'autres échéances qui peuvent arriver. Donc d'abord, effectivement, il y a l'homme lui-même qui peut être une menace, puisque jusqu'à présent, toutes les découvertes scientifiques qu'on a faites ont eu comme première application une arme. Dans les années début du XXe siècle, on a découvert l'atome, et il n'a pas fallu quelques dizaines d'années pour qu'on mette en œuvre un projet de bombe atomique et qu'on l'utilise. Donc on produit une arme, on l'utilise. On a trouvé la poudre, on a fait le canon, on l'a utilisé. Donc quelle sera la prochaine arme que l'on pourra faire? Quelle sera la prochaine découverte, notamment en mécanique quantique, qui fera qu'on probablement on développera encore une arme et qu'on l'utilisera? C'est un petit peu ça le risque, et c'est d'ailleurs ce qui est utilisé par Fermi pour dire que peut-être que s'il y a des civilisations qui se sont développées avant nous dans d'autres systèmes solaires, et on pense que c'est probable, hein, il y a 200 milliards de galaxies dans l'univers et 200 milliards d'étoiles dans chacune des galaxies, donc la probabilité qu'il y ait une autre vie ailleurs quand même est assez grande, et il est possible que quand une civilisation a une technologie aussi puissante qu'elle peut la faire voyager très loin, eh bien elle l'utilise d'abord contre elle. Et donc à chaque fois, avant d'aller plus loin, elle est détruite. Bien sûr, sous réserve que tous les êtres vivants fonctionnent comme nous, ce qui n'est pas garanti. Donc après l'homme lui-même, il y a les risques naturels, tremblements de terre, etc. Mais à l'échelle du globe, c'est très difficile d'avoir un risque naturel terrestre qui peut éradiquer toute l'humanité. On peut avoir des risques ponctuels, on l'a vu, hein, les tsunamis, etc. Mais à l'échelle du globe, c'est plus compliqué. Alors il y a la menace céleste, effectivement. Et là, on sait qu'on a une population de petits corps qui sont des astéroïdes, qui sont entre Mars et Jupiter. Et on sait que régulièrement, eh bien, ils rentrent en impact avec la Terre. On a à peu près 100 000 tonnes de matériaux par an qui rentrent dans l'atmosphère sous forme de poussière, bien sûr, ou alors de petits cailloux que l'on récolte. Mais de temps en temps, on a des corps beaucoup plus gros qui rentrent en collision avec la Terre et qui peuvent faire des dégâts régionaux, voire globaux. 10 km de diamètre, c'est la taille de l'objet qui a au moins contribué à éteindre les dinosaures. Et ça se produit tous les 100 millions d'années. Un objet de 1 km, c'est tous les 500 000 ans à 1 million d'années, et ça fait disparaître 25% des espèces vivantes. Donc, des objets de 10 km, heureusement, il n'y en a aucun qui nous menace, c'est tous les 100 millions d'années. Ça veut dire, sur une échelle de temps bien plus courte que la durée de vie du Soleil qui va mourir dans 4,5 milliards d'années. Donc, on sait qu'on aura à faire face à cette menace à un moment donné, mais bien sûr, sur des échelles de temps tellement longues que là encore, on a l'espoir que d'ici là, l'être humain aura développé les capacités de se protéger de ce risque-là. Et d'ailleurs, on y travaille déjà pour des corps beaucoup plus petits. Bon, la dernière menace que je dirais, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est effectivement l'arrivée d'une bactérie sur Terre. Alors ça, c'est déjà un peu plus pour nous borderline en anglais, science-fiction, parce que même les météorites, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles brûlent tellement que tout matériau organique qui pourrait représenter un danger est cramé. Donc c'est pas le risque. Mais par contre, on pourrait envisager que lorsqu'on va faire un retour d'échantillons martiens, par exemple, même si on a toutes les protections, les mécanismes de protection planétaire mis en œuvre, dans un scénario un peu science-fiction, pour envisager qu'on ramène une bactérie qui probablement sera nocive si elle est mise à jour, parce qu'on a les anticorps pour tout ce qui est sur la Terre, mais pas pour ce qui est amené vers l'espace. Donc ça, c'est un risque auquel je ne crois pas, bien sûr, mais on ne peut pas, en tous les cas, éliminer complètement si on veut faire un peu de science-fiction. Il n'y a plus de chance pour la fabrique nous-mêmes, cette bactérie. Alors ça vient dans le scénario où on développe des armes qu'on utilise contre nous. Effectivement, il n'y a pas que les bombes atomiques, etc. Il y a aussi des virus qui pourraient absolument produire ça. Et ayant fait le tour de certaines des menaces vraisemblables,
car il y aura aussi une autre table ronde où on parlera, quand la nature contre-attaque, de toutes sortes d'autres cataclysmes potentiels. Si on se tournait aussi un peu vers les menaces les plus invraisemblables qui mettent fin à l'humanité dans la science-fiction ou ailleurs, et on peut peut-être donc faire appel de nouveau à nos auteurs. Qu'est-ce que vous avez vu passer comme scénario de la fin de l'humanité qui vous ont paru, disons, comme plus farfelus que certaines, comme hypothèse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? La plus farfelue que j'ai vue, c'était la mort de Dieu qui tombait dans l'océan, et les gens s'entretuaient à cause de ça pour récupérer le cadavre, et puis ils ne croyaient plus à rien, enfin voilà. Donc dans le genre n'importe quoi, celle-là était pas mal. Je ne sais plus comment s'appelle ce roman. C'était de James Morrow. Voilà. Towing Jehovah en anglais. Bon, en français, je ne me souviens plus. Remorquant Jéhovah. Peut-être. Oui. Voilà. Donc là, c'est peut-être le pire. Après, on a souvent quand même, alors les gens qui inventent un trou noir dans leur salon, enfin, ou dans leur labo, qui a quand même réussi ces derniers temps à faire tourner beaucoup Internet, parce que plein de gens étaient persuadés que le nouvel accélérateur du CERN serait capable d'ouvrir un trou noir et donc qui engloutirait un micro-trou noir. Déjà, la notion est intéressante, qui engloutirait la Terre immédiatement. Mais il a quand même fallu, je crois, au CERN mettre quelques équipes dessus pour vraiment que ça arrête de tourner sur Internet. Enfin, en dehors des complotistes qui sont persuadés que les Illuminati contrôlent le CERN, donc quand il se passe, on nous cache tout. Qu'est-ce qu'il y a encore en genre bien farfelu? Moi j'ai fait une hypothèse farfelue dans ma bande dessinée, puisque c'est un wormhole qui est ouvert en orbite autour de la Terre, un wormhole orienté, ce qui fait qu'il aspire la structure de l'espace-temps uniquement dans un sens, générant une sorte de fin pinceau qui est capable de couper la Terre en deux, et qui coupe donc la Terre en deux. Donc la Terre se disloque, évidemment les morceaux n'étant pas équilibrés, ils se mettent à tourner dans le mauvais sens, les uns par rapport aux autres, et on se retrouve avec un tas de cailloux. Il faudra à nouveau quelques centaines de milliers d'années pour qu'ils se rassemblent, refassent une boule et puis que tout recommence. Là, je suis pas sûr quand même que la vie survivra à ça. Oui, peut-être pas, mais c'est intéressant quand même parce que les astéroïdes, d'ailleurs j'ai des films qui pourraient le montrer si on les montre, subissent ce genre de mécanisme. Donc ça vous montre, voilà l'image là, mais voilà, ça vous montre les astéroïdes qu'on a survolés ou auxquels on a rendu visite jusqu'en 2011. Le plus gros fait 100 km. Alors j'ai mis jusqu'en 2011 parce que la prochaine diapo vous montre en 2012. Le plus gros se trouve donc maintenant en haut à droite, et le plus gros au centre, c'est Vesta qui fait 500 km de diamètre. Alors si je peux vous montrer quelque chose qui va tout à fait dans ce que dit monsieur, c'est qu'en fait les astéroïdes, ils subissent exactement le processus qu'il a décrit, puisque quand dans la ceinture des astéroïdes, eh bien, des objets rentrent en collision les uns avec les autres, voilà ce que ça produit. Oui, c'est ça, le film veut bien marcher. Voilà, ça produit en fait des petits fragments de quelques centaines de mètres de diamètre qui sont en verre, qui se dispersent, et sous l'effet de leur propre attraction, eh bien, ils se réaccumulent et ils forment des agrégats. Et dans cette simulation, qui est issue d'un calcul mathématique, je dis ça pour les jeunes, vous voyez, en faisant des maths et de la physique, vous faites des beaux films qui refont des astéroïdes. C'est des calculs qui ont pris 6 mois sur des ordinateurs avec 128 processeurs. Et bien, on voit qu'on on forme exactement certaines formes d'astéroïdes observées. Donc finalement, même dans la science-fiction, parfois, on envisage des choses. Effectivement, si la Terre, et c'est d'ailleurs la Lune a été formée comme ça, la Lune a été formée par l'impact d'un corps de la taille de Mars qui a tapé dans la Terre, et ça a formé un disque de débris qui s'est réaccumulé et qui a formé la Lune. Ce qui est exactement ce que vous décriviez. Bon, alors le mécanisme pour détruire la Terre, ça reste de la science-fiction. Mais le résultat est tout à fait cohérent avec notre compréhension maintenant de la façon dont les corps se détruisent et se réagrègent pour former des agrégats qui nous surprennent.